Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à La Longue Sortie. Dans cet épisode du Sprint, je m'entretiens avec Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur, physiothérapeute spécialisé en course à pied et toutes les blessures qui s'y rattachent. Voici un aperçu des meilleurs moments de ma discussion avec Blaise. Partons à la base. Pourquoi courir? Ben, tu l'as mentionné un peu tantôt, là. Il n'y a pas grande activité qui sont aussi efficaces pour la santé, autant la mortalité, morbidité, donc nos maladies modernes, là, que ce soit les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, toutes les maladies même non suspectées, en fin de compte, l'activité cardiovasculaire régulière a un effet phénoménal. Il n'y a aucune pilule, tu l'as mentionné, qui est aussi puissante que celle-là. Il y a même des études intéressantes qui montrent que l'inactivité physique, je devrais dire, tue plus de monde que l'obésité, la fumée de cigarette et le diabète réunis. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'ultra puissant. On n'est plus à l'heure de devoir convaincre les gens que c'est bon pour eux. C'est plus comment on fait, puis comment on essaye de motiver les gens à faire de l'activité. Voilà. Fait que, tu sais, pourquoi on court? Ben, puis c'est quoi l'intérêt de la course? Ben, c'est d'abord d'aller chercher cette petite pilule qui non seulement nous fait du bien au moral, au mental, à notre intellectuel, mais aussi à notre physique, va nous amener à vivre pas juste plus vieux, mais mieux et plus longtemps en santé. Et puis, ben, tu l'as mentionné aussi tout à l'heure, moi, je ne connais pas d'activités physiques qui sont aussi efficaces, aussi simples et aussi payantes que la course à pied pour à peu près tous les systèmes. Parce que la course à pied a aussi des effets sur la densité osseuse, beaucoup plus importants, par exemple, que le vélo, la natation ou d'autres activités cardio, va avoir des effets sur le cartilage. Donc, la meilleure manière de prévenir l'arthrose de genou, c'est pas de faire une activité sans mise en charge, c'est justement de faire cogner le genou un petit peu. Comment on initie quelqu'un à la course ou comment on fait pour dire « OK, on se lance ». Alors, pour moi, il y a deux choses. La première affaire, c'est d'avoir un objectif assez clair qui soit un motivateur pour qu'on puisse se lancer. Parce que là, si aujourd'hui je me dis je me lance, la question c'est est-ce que demain je continue? Est-ce que j'ai un objectif? Est-ce que j'ai quelque chose de tangible? Pas trop loin, pas trop flou. C'est pas juste perdre du poids, c'est vraiment avoir un objectif précis. Je veux réussir à courir un 5 km, admettons. Et donc, c'est à ça que je m'accroche pour être un agent de motivation quotidien. La deuxième affaire, c'est qu'on sait que c'est toujours plus difficile au début, qu'à un moment donné, on crée des habitudes et qu'au moment où on a créé des habitudes, bien, à ce moment-là, on arrive vraiment à faire en sorte, en fin de compte, que cette habitude, en fin de compte, devienne bonne pour la santé. Mais ça prend quelques semaines pour que la course à pied que vous allez intégrer devienne producteur d'endocannabinoïdes, d'endorphines, si on le mentionne à l'ancienne, qui va faire en sorte que vous allez dire « Hey, j'ai hâte d'aller courir ». Et au début, clairement, ce n'est pas le cas pour ceux qui sont sédentaires. Donc, il y a cette étape à franchir. Puis je dis souvent à mes patients, si tu arrives à persévérer un peu plus qu'un mois, là, si on dépasse de 6 semaines, la probabilité que tu aimes la course à pied va devenir de façon très importante, très grande. Et peut-être même tu vas en devenir dépendant. OK? Ça, c'est l'autre chose qui peut arriver quand on commence à courir, c'est qu'à un moment donné, ça devient même une drogue. Mm-hmm. Mais clairement, c'est les deux choses pour moi qu'il faut faire. La constance dans la course à pied pour créer une habitude et le fait d'avoir un objectif. L'autre chose aussi, c'est que souvent, quelqu'un va dire, je vais commencer la course à pied, je vais courir 2-3 fois par semaine. Parce que pour eux, ben, c'est les normes, c'est ce qu'on véhicule un peu partout. Puis, et on sait, en fin de compte, que la course à pied, c'est un peu comme se brosser les dents. À un moment donné, c'est beaucoup plus... Tu crées une habitude beaucoup mieux quand tu le fais de façon récurrente et on se blesse même moins quand on court plus souvent que moins souvent. Et ça veut dire qu'il faudrait courir minimum 4 fois par semaine. Mais moi, quand j'ai des personnes qui commencent, je leur dis, écoute, il faut que tu cours tous les jours. Tous les jours. Puis en plus, au début, là, c'est que tu vas commencer par 3 fois une minute parce qu'on va être extrêmement progressif. Fait que comme tu vas être extrêmement progressif, permets-toi de sortir. Et de toute façon, au début, c'est même pas de la course qu'on va faire, c'est de la marche. Puis là, dans la marche, quand tu vas être confortable de faire un 15 minutes de marche, un bon rythme, bien là, on pourrait intégrer un petit 3 fois une minute de course dedans. Si ça passe, ton corps se sent bien, tes tendons aiment ça, tu as pas mal le lendemain, bien là, on montera à 4, puis à 5, puis à 6. Puis un jour, tu vas réaliser que tu fais 5 km à la course, puis tu ne l'auras pas vu venir. Ouais. C'est dans la constance, en fin de compte, qu'on arrive à intégrer ces habitudes-là. Ouais. Fait qu'en gros, un objectif, on court tous les jours, on commence très progressivement, on écoute son corps, et si on est capable de persévérer plusieurs semaines, je pense à du 6 semaines grossièrement, qui est comme pour moi une sorte de cut-off avec mes patients,
là, il y a des chances que tu aimes ça et que ça soit intéressant pour toi. Il faut qu'on soit très graduel et progressif, surtout chez ceux qui sont en forme. Parce que moi, l'obèse qui commence à courir, lui, quand il aura fait 3 fois 1 minute dans une marche de 10 minutes, s'il est obèse, là, il va avoir tout son quota au niveau de son stress cognitif et physiologique. C'est-à-dire, il va être fatigué, il va en avoir en masse, puis il va dire, OK, j'ai fait une grosse sortie, il va avoir transpiré et ça va être tout à fait correct. Et mécaniquement, il va avoir fait 3 fois 1 minute de course. Celui Ouais. qui est en super forme, mais qui fait des sports comme la natation, le vélo, le ski de fond, qui sont des sports de glisse, qui sont des sports sans impact, à partir de ce moment-là, lui, il pourra aller courir 1 heure. Et s'il fait 1 heure, c'est clair que son système musculo-squelettique va lâcher à quelque part. Souvent, tu sais, j'ai des patients qui viennent me voir et ils me disent mais je peux pas commencer à courir, j'ai trop un gros surpoids, je vais me blesser encore plus. Qu'est-ce que tu dis à ces patients-là? C'est intéressant de savoir que les études nous montrent que les personnes qui sont en surpoids ont des meilleurs comportements de modération d'impact. C'est-à-dire qu'ils protègent leur corps intrinsèquement de façon plus efficace que n'importe quelle personne plus light. Fait qu'il faut qu'on arrête de s'inquiéter de faire courir ces personnes-là. La problématique qu'on a avec la personne qui est en surpoids, c'est qu'elle rentre dans une boutique de course à pied puis on y vend les plus grosses chaussures qui existent, avec le plus d'amortis, avec des antipronateurs et des bébelles de toutes sortes qui font en sorte qu'on a une interférence entre le pied et le sol qui amenuise, qui réduise les perceptions au sol du pied et qui réduisent les comportements de modération intrinsèque. C'est-à-dire que la personne va courir en tapant beaucoup plus fort parce qu'elle n'a pas cette perception nécessaire. Fait que quelqu'un qui est en surpoids, le monde idéal, c'est de le faire courir pieds nus. Et là, je Ah, pousse, OK? Parce que pieds ah, nus, il va développer des comportements de modération d'impact ultra efficaces. Il va absorber beaucoup plus, il va avoir une cadence plus élevée, il va attaquer beaucoup moins du talon, etc., etc. Et en plus, les personnes en surpoids ont plus d'arthrose au niveau du genou, de la hanche, mais en ont pas plus au niveau de la cheville. Donc, il y a des zones qu'il faut protéger et on sait qu'il y a des techniques beaucoup plus protectrices pour le genou et la hanche, dont les cadences élevées et la réduction de l'attaque talon avec moins de bruit quand on court, moins de force d'impact et une tendance un peu plus avant-pied ou mi-pied dans la position du pied au sol. hmm. Donc, la personne qui me dit « Je suis en surpoids, on m'a dit que c'était pas bon, j'ai fait acheter des chaussures ultra minimalistes » ou s'il a l'occasion de courir sur un tapis, sur une piste, ben, même de commencer pieds nus pour développer la bonne technique de course. Et après ça, il mettra des chaussures, bon, pas trop grosses, bien évidemment, parce que Ouais. ça peut causer des problèmes à retardement, mais et à partir de ce moment-là, de commencer tout en douceur, mais de ne pas se limiter par son poids. Moi, j'ai fait découvrir des gars qui font 400 livres, là, Ouais. sans aucun problème. Là. C'est comme, j'en ai qu'on fait des marathons à 400 livres. Là. Fait que, tu sais, ça existe, puis c'est ça. Fait que, arrêtons d'avoir peur ou de faire peur à ceux qui ont un surpoids, surtout les limiter ou leur vendre des choses qui sont inappropriées pour eux. Comment on va être capable de quantifier ce stress mécanique-là? Tu sais, on comprend que, bon, on a une tolérance maximale. Quand on va au-dessus de cette tolérance maximale-là, ben, c'est là qu'on peut augmenter notre risque un peu plus de blessures. Idéalement, on essaye dans une zone qui est productive. On ne veut pas avoir pas assez de stress, qu'on ne crée pas d'adaptation. Y a-t-il une façon de quantifier ce stress mécanique-là au day-to-day là, pour dire, OK, tu sais, ça c'est too much, ça c'est pas assez, ça c'est au-delà de ma Ouais. capacité? Alors, on sait que pour créer des adaptations, il faut stimuler. Donc, Ouais. la première ligne, celle qui est le minimum pour créer des adaptations, on ne sait pas aller où, mais on sait que si on fait quelque chose, on a des chances de l'atteindre. La grosse question, c'est où est la deuxième ligne, celle qui est notre 100% de capacité maximale. Et on a essayé de faire des formules mathématiques là, à l'Université Laval avec des chercheurs pour dire, OK, puis là, on est en train de travailler quelque chose avec Guy Thibault pour essayer de restructurer ça. Mais on n'est pas capable actuellement de vraiment déterminer avec des chiffres, en fin de compte, c'est quoi cette limite-là, parce qu'elle est propre à chacun, parce qu'il y a beaucoup de variables confondantes qui, en fin de compte, ne nous permettent pas de mettre une limite ou un chiffre. Ce qu'on sait, c'est qu'on dépasse cette limite-là quand ton corps te parle et quand ton corps tout d'un coup te dit hop, là, je commence à avoir mal au tendon, j'ai mal au genou, je fais une synovite, là, mon genou a gonflé, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai des douleurs non pas seulement pendant, mais peut-être après ou peut-être que après. Et le lendemain, 24 heures après, je ne suis pas capable de refaire la même activité. Ça, c'est tous des indices que j'ai dépassé mon seuil maximal. Mais ce seuil maximal, il est propre à chacun.
Ça veut dire qu'il y en a qui ont des tolérances mécaniques beaucoup plus importantes et je vais te donner un jeune ancien joueur de basket en santé qui dort au bout puis qui fait du sport cardio tous les jours, va guérir et va être toléré du stress beaucoup, beaucoup plus que le fumeur dépressif malnutri qui en plus est anxieux et qui prend des anti-inflammatoires et met de la glace chaque fois qu'il y a un bobo à quelque part parce qu'on sait que ça aussi, ça réduit la tolérance et la capacité d'adaptation. Mais l'inflammation, c'est pas bon. C'est pas bon, Blaise, l'inflammation, non? Exact, on en reparlera si tu veux. Mais vois-tu, on a deux sujets, en fin de compte, qui vont vivre les choses complètement différemment. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être capable d'augmenter rapidement son niveau de stress et s'adapter à ce niveau de stress. Une autre devra aller beaucoup plus progressivement. Et si jamais il y en a une qui provoque de la douleur au-delà de sa zone limite, elle va devoir peut-être prendre plus de temps pour récupérer parce que cette personne-là est vieillissante, a un métabolisme plus lent et ainsi de suite. Donc, c'est ça la complexité, en fin de compte, c'est que moi, comme clinicien, il faut que je la personnalise. Il faut que je personnalise la quantification du stress en fonction de l'individu que j'ai en avant de moi. Oui. Fait que je vais donner les 3 critères qui font que dans ma personnalisation, je vais dire d'aller plus vite ou moins vite, en fin de compte, en fonction de ça. La première, c'est le profil du patient. J'ai des moumounes, puis j'ai des toughs, puis il y en a qui perçoivent la douleur de façon importante, puis je leur dis, écoute, un peu de douleur, c'est correct parce que tu as une tendinopathie persistante chronique, donc il faut qu'on rentre dans la douleur pour créer des adaptations et faire en sorte que ton tissu s'adapte et devienne plus tolérant. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus tough, eux autres, ils ne le sentent pas, puis après un jog, ils n'ont rien senti, mais le tendon est 2 fois plus épais d'émacier et tuméfié en lien avec le stress. Ces personnes-là sentent un peu moins les symptômes des fois, je suis obligé de les doser. Fait que le premier critère, c'est quel profil de patient j'ai en avant de moi. Le deuxième critère essentiel, c'est est-ce que je suis dans une condition aiguë, ça fait pas longtemps que j'ai mal, et là, donc, je suis dans un mode de protection. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de réduire le niveau de stress, et ça fait 3 jours que tu as mal, ma consigne, elle est très simple, je veux 0 douleur. Mais si tu as mal depuis 3 mois, puis que tu as mal au repos à 1 sur 10, j'attendrai pas de ne pas avoir mal. Je vais te dire, tu peux aller courir, puis même si ça monte à 3-4 sur 10, c'est pas grave dans la mesure où ça se normalise dans l'heure qui suit. Donc, entre la condition aiguë ou la condition chronique, je vais vraiment avoir un discours pour mon patient qui va être très différent. Et celui qui est dans une condition chronique, bien évidemment, on peut se permettre d'aller dans de la douleur. Les études nous le montrent abondamment pour les tendinopathies, pour même les lésions musculaires ou autres. Mais dans la mesure où on arrive à se normaliser rapidement et que 24 heures plus tard, tu sois capable de refaire la même activité, voire plus. Et le troisième critère, c'est la pathologie elle-même, parce qu'il y a des pathologies qu'on connaît comme étant plus problématiques. Exemple, un syndrome de bandelette iliotibiale, même persistante. Si tu rentres dans la douleur, tu as tendance à sensibiliser ton système nerveux. Souvent, ce qui va arriver, c'est que le patient, le lendemain, il ne sera pas capable de courir autant ou il va arrêter encore plus tôt, puis là, il régresse plutôt que d'évoluer. Une arthrose de genou, je vais leur montrer à vérifier s'ils ont de l'édème intra-articulaire. Je montre le test de la vague, un test pour regarder s'il y a de l'eau dans le genou, une synovite. Et le patient se le fait lui-même. Puis là, il se fait ça avant le jog, après le jog, le lendemain. Puis il essaie de voir s'il est capable de ne pas avoir une synovite réactionnelle qui vient indiquer qu'il y en a trop fait. Une fasciapathie plantaire, la fameuse fasciite, là, le matin, quand tu te lèves, les quelques pas de raideur que tu as, c'est notre meilleur indicateur pour savoir si ce que tu as fait la veille, c'était trop ou correct. Donc, souvent, ils sont raides le matin, ils ont 5-6 pas de raide, 10 pas de raide, 1 minute. Puis je leur dis, on part de ce standard-là et jour après jour, c'est supposé être pareil ou mieux. Mais nous, on augmente la charge si ça va bien. Dans une condition, bien évidemment, persistante, parce que dans une condition aiguë, je vais continuer de dire, je veux 0 douleur. Exact. Je pense que cette distinction est importante. Donc, on va personnaliser en fonction du stade de la pathologie, du type de patient et de la pathologie elle-même, une recommandation qui est très subjective. On n'arrive pas à mettre des chiffres dessus. On est obligé encore de personnaliser cette prescription et c'est là toute la partie artistique de la quantification du stress mécanique avec nos patients. Et c'est là que ça vaut la peine de prendre un peu d'expérience et d'avoir les acquis minimums. D'ailleurs, sur le site de la Clinique du Coureur, on a un beau vidéo qui l'explique. On a toute une explication. On a l'outil que les professionnels peuvent utiliser. Donc, voilà. C'est enseigné dans plus de 40 universités à travers le monde, la quantification du stress, comme le Peace and Love d'ailleurs. C'est des concepts qu'on a mis de l'avant qui sont de plus en plus véhiculés là, en sciences médicales. Parle-moi du Peace and Love. Alors, le Peace and Love, est-ce que tu connais le Peace and Love? C'est la suite du RISE, du PRICE. On a eu le POLIS pour la gestion des blessures traumatiques. Et après ça, on a fait le Peace and Love qui est devenu... on a publié ça dans BJSM, là, la plus grande revue en musculo-squelettique actuellement.
Et on a publié ce nouvel acronyme qui est la gestion des blessures traumatiques. Donc, je viens de me faire une entorse de genou, je viens de me faire une entorse de cheville, je viens de me faire un claquage musculaire, une lésion myo-aponévrotique et je suis le principe PEACE pour les 2-3 premiers jours. Et après ça, j'enchaîne avec le LOVE qui est la suite. Donc, P, c'est pour protection. Donc, je viens de me faire une entorse de cheville ou une lésion musculaire. Je m'assure de ne pas avoir mal. Donc, la protection, c'est peut-être de prendre des béquilles pour une journée ou deux. Je ne sais pas. Mais si tu n'as pas mal en marchant dessus, tu peux marcher dessus. Il faut juste pas que tu aies mal. Après ça, on a le E pour élévation. Fait que quand on se fait une déchirure de certains tissus, ça saigne. Puis le fait de faire une élévation, on va réduire un peu les édèmes plus de type lymphatique, de stagnation de fluide qui vont se faire avec ça. Le A, c'est pour Avoid Anti-Inflammatory Modalities. Donc, on ne met plus de glace, ni on ne prend surtout pas d'anti-inflammatoires et d'Advil et de Motrin, etc., dans les blessures traumatiques. Et il y a encore un petit peu de discussion et de débat un peu autour de cette question-là. Mais la science commence à être de plus en plus solide. Hein? On commence à avoir des revues systématiques, par exemple, sur la glace dans le fait qu'elle nuise aux adaptations. Il y en a une qui vient de sortir la semaine passée. Tu mets de la glace suite à de l'hypertrophie avec de la musculation, tu réduis l'hypertrophie, tu réduis les adaptations musculaires. Puis c'est une revue systématique. Donc, on commence à avoir de la science de plus en plus qui supporte ce truc-là. Donc, PEA, C, c'est pour compression. Si ça gonfle, on peut le réprimer un peu avec un bandage élastique, une chevillère, quelque chose. Et le E, c'est pour éducation. L'éduquer à ne pas surutiliser des modalités passives inutiles qu'on utilise abondamment en physio. Il faut qu'on arrête de faire ça. Les ultrasons, il y a plein de trucs qu'on utilise qui servent absolument à rien puis qui même nuisent dans certains cas. Éduquer à ne pas surmédicaliser et surinvestiguer ces conditions-là. On a des critères précis pour savoir quand est-ce qu'il faut faire des radiographies puis quand est-ce qu'il ne faut pas en faire. On a les critères d'Ottawa. L'objectif de ça, c'est de ne pas manquer de fractures, mais de ne pas en faire pour rien. Et puis, d'arrêter, et on s'adresse autant aux patients qu'aux médecins qu'aux physios, de demander des résonances magnétiques chaque fois qu'on a un bobo à quelque part, parce qu'on trouve plein d'affaires qui ne servent à rien et ça n'aide pas à changer le outcome, ce qu'on va faire avec la condition. Fait que le PEACE, c'est ce qu'on fait immédiatement quand on se fait une blessure traumatique. On enchaîne-tu sur le LOVE? Mais là, attends un peu, il faut que j'absorbe le PEACE, là, mais OK, on y va avec le LOVE, c'est bon. Le LOVE, c'est à partir du jour 2, 3, 4, là, dépendamment c'est quoi la condition. Et c'est aussi avec de l'amour, le LOVE, qu'on va traiter toutes les blessures non traumatiques. Donc, si jamais tu as une tendinopathie, rappelle-toi le LOVE. L, c'est pour load, c'est-à-dire on charge le tissu de façon graduelle, sans provoquer des symptômes, dans une condition traumatique, puis qu'on est au jour 4. Mais dans une condition chronique, le load peut aller chercher des symptômes. En bref, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est la quantification du stress mécanique. Ouais. Le O, c'est pour optimisme, parce qu'on sait actuellement que même dans les entorses de cheville, les facteurs psychosociaux sont des meilleurs prédicteurs de l'évolution que le grade de la pathologie. Imagine. Fait que ça, c'est des choses en médecine qu'on ne connaît pas beaucoup, mais les facteurs, entre autres psychologiques, la perception de l'individu sont des facteurs tellement puissants que celui, par exemple, qui pense qu'il va guérir vite sur une entorse grade 3 va guérir plus vite que celui qui pense qu'il va guérir lentement sur une entorse grade 1. Donc, on conditionne notre patient à la normalité, à dire, écoute, moi, des entorses de cheville, j'en ai vu 50 000 dans ma carrière, ils évoluent bien, ils vont bien, stresse pas avec ça, puis on va le prendre de façon très positive. Il y a des choses à faire, puis bingo, puis on encourage notre patient, en fin de compte, à être optimiste et positif. Et cet optimisme, en fin de compte, on sait que ceux qui sont intrinsèquement guérissent plus vite. Le V, c'est pour vascularisation, faire du cardio. Donc là, on le sait, jour 2, jour 3, une entorse de cheville, tu les mets sur le vélo, ils n'ont pas besoin de forcer, mais ils vascularisent le tout, ils drainent les tissus de dégradation qui sont arrivés avec le saignement, ils augmentent leur métabolisme. Après 2 jours, le clou plaquetaire il est fait de toute façon, ça saigne plus, puis let's go, il faut qu'on le vascularise. Fait que moi, je suis très agressif avec le retour à l'activité cardio. Et si jamais ils n'ont pas mal, recommencer à marcher puis peut-être à courir. On le fait assez rapidement, même avec des lésions musculaires d'ischio ou autre chose. Et ça, c'est le V pour vascularisation. Et E, c'est la fin, c'est pour les exercices. On normalise la flexibilité, la force et la proprioception quand on est rendu dans une reprise, une réhabilitation, en fin de compte, d'un patient qui s'est fait une blessure traumatique.
Très Donc, le Peace and intéressant. Love, là, c'est le nouvel acronyme publié, débattu, présenté dans, encore une fois, plein d'universités à travers le monde plutôt que de remplacer le fameux Rice ou Price qu'on avait dans le Ouais, temps, là, qui était ouais, très simple. Hein, on met de ouais. la glace, on fait de la compression, de l'élévation, puis on protège. Là, fait que voilà. Ouais, je vais commencer à écrire ça dans mes notes médicales. Le Peace and Love, de toute façon, c'est plus le fun à écrire aussi. Il y a une autre classification qu'on a élaborée à la clinique du coureur qui est intéressante, c'est qu'on a 3 types de blessures. On a les pathologies qu'on appelle de charge, de répétition et d'amplitude. OK. Les pathologies de charge, classiquement, c'est la tendinopathie d'Achille, c'est la périostite tibiale. Ouais. C'est en lien avec le fait que j'ai fait de la vitesse, j'ai fait de la pliométrie, des sauts sur la pointe des pieds, j'ai monté des côtes et j'ai chargé les tissus de façon importante. Genre, faire un sprint pour un tendon d'Achille, c'est très, très stressant, beaucoup plus que de jogger longtemps, mais pas vite. Mais il y a des blessures qui sont dans la catégorie répétition. Exemple, le syndrome de la bandelette iliotibiale qui, elle, Ouais. est uniquement relatif au fait de combien de fois ça frotte. Fait qu'avec une bandelette, tu peux faire autant de vitesse que tu veux, tu ne provoques pas de douleur. Mais si tu fais une longue sortie, si jamais tu fais de l'endurance, puis que là, tu as augmenté ton volume dans la semaine, tu as augmenté ta longue distance, puis pire que ça, tu as fait un peu de descente prolongée, ben là, clairement, c'est la recette idéale pour faire un syndrome de bandelette iliotibiale. Fait que la bandelette, c'est une pathologie de répétition. La tendinopathie d'Achille, c'est une pathologie de charge. Et classiquement, les pathologies d'amplitude, c'est, exemple, le fascia plantaire, tu as acheté une nouvelle chaussure qui est beaucoup plus flexible que l'autre. Tu viens sur la pointe des pieds, ça vient t'étirer le fascia dans des amplitudes que tu n'as pas l'habitude d'aller, et là, tu viens t'irriter le fascia. Ou tu fais des descentes de côte à haute vitesse, tu viens chercher beaucoup d'extension lombaire, puis quand tu courais, tu n'avais pas l'habitude d'aller aussi loin, et là, tu te fais une blessure d'amplitude au niveau lombaire. Ce qui est intéressant avec cette classification-là, c'est qu'après ça, on sait quoi faire avec. Si tu as une blessure de charge, il faut couper la charge. Fait que là, tu fais du vélo, de la natation, de l'aquajog, puis quand tu vas reprendre la course, tu vas faire du volume, puis tu vas intégrer la vitesse et l'intensité tardivement. Puis tu vas remonter au moins à 30 minutes, voire 1 heure de course avant de vouloir faire de l'intensité et de la vitesse. Quand tu as des pathologies de répétition, comme le syndrome de la bandelette iliotibiale, ben là, il faut que tu coupes le volume. Fait que tu es obligé de couper ton volume total. Tu coupes ta longue sortie, mais tu peux augmenter tes intensités. Fait que tu faisais 2 intensités semaine, tu peux monter à 4. Il n'y a pas de limite, là. Puis tu peux fractionner tes entraînements avec course rapide, marche, plutôt que de faire du continu lent. Et quand tu as des blessures d'amplitude, ben, si tu embarques sur un vélo, ben, ça ne bouge pas trop ton dos, ça ne bouge pas trop ton fascia. Ben, là, tu sais que tu vas y donner un break en même temps que tu le vascularises puis que tu entretiens ton cardio. Fait que cette classification entre charge, amplitude et répétition nous permet de mieux orienter nos coureurs. J'aime cette classification-là parce qu'elle est liée à un type de prise en charge qui est pas seulement juste une classification basée sur des critères anatomiques ou autre chose. Là, Exact. Ça, c'est super intéressant. C'est clair que je vais me rappeler de celle-là. Est-ce qu'on a des guidelines générales pour le coureur novice de dire voici un peu des balises là, sur à quoi devrait ressembler une technique un peu correcte pour la course à pied? Ouais. Tu l'as dit, tout le monde a une technique différente et si tu me dis c'est quoi la technique parfaite, on n'a pas de technique parfaite. OK? Mais on sait qu'on a des techniques clairement imparfaites. Et quand je dis imparfaites, c'est que c'est des techniques qui sont peu protectrices et qui sont peu efficaces. Il y a manière de courir pour faire en sorte que tu consommes beaucoup plus d'oxygène d'un point A à un point B. Si, exemple, tu fais beaucoup de déplacements verticaux puis tu sautilles sur place quand tu te déplaces, ça va te coûter cher pour peu d'efficacité. On sait par exemple que si tu attaques fortement du talon en avant du centre de gravité, tu as une phase de freinage qui est occasionnée et là, tu te retiens finalement d'avancer. Donc, ces techniques-là, avec attaque talon prononcée loin en avant du centre de gravité et des cadences lentes, sont très peu efficaces. On sait aussi qu'on a des techniques qui sont peu protectrices, c'est-à-dire qui vont beaucoup stresser le squelette et celui qui est pleinement adapté à une technique, peu importe comment il court, s'il n'y a pas de problème, ben, on ne corrige pas sa technique de course de la même manière qu'on ne change pas ses chaussures. Tu es habitué à quelque chose, change pas tes habitudes. If it's not broken, don't fix it. Hein, on le dit souvent en médecine. Là. Ça, c'est une chose. Et c'est intéressant quand même de voir que ceux qui ont de l'expérience de course à pied, genre les athlètes élites, puis là, je m'en vais au Kenya là, pour la 2e fois, on les a observés en masse, on sait c'est quoi leur cadence moyenne. Ils courent très bien. Même nos coureurs québécois qui courent beaucoup de volume courent très bien. Même si on a tous des techniques différentes, tout le monde a des cadences élevées. Il n'y a personne qui a des cadences comme athlète de haut niveau
à 140 ou à 130 pas par minute. Là, c'est rare que tu en pognes en dessous de 160, mais le coureur récréatif, la moyenne du coureur récréatif, c'est 155. Donc, moi, je te dirais, ne nous occupons pas de l'athlète élite qui a du bagage, qui est efficace, qui n'a pas de problème, à moins qu'il soit blessé. Là, des fois, j'y donne des techniques, des choses particulières. Mais clairement, le débutant, celui qui commence, on a des choses à y dire. On sait qu'est-ce qu'on peut y dire pour qu'il ne développe pas une technique qui est inefficace et non protectrice, qui le rende probablement à risque, même si on n'a pas d'études prospectives sur la technique versus l'incidence des blessures, à part quelques-unes sur la cadence, où on sait que les cadences élevées sont plus protectrices pour certaines pathologies, avec des études prospectives. De façon générale, on sait quoi faire pour qu'il y ait une meilleure technique, en fin de compte, sans qu'il y ait une technique idéale. Et ces meilleures techniques, c'est des cadences élevées, c'est peu de bruit quand on court, et à partir de ça, c'est une pose de pied au sol qui va être probablement un peu plus mi-pied pour réduire l'attaque talon, mais c'est un conseil que je donne très peu aux coureurs. Okay. Donc, habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, tu fais des petits pas, tu ne fais pas de bruit, tu portes une chaussure plus minimaliste, parce que ça a une influence directe chez le débutant sur comment il va courir. Et à partir de ça, ce coureur-là, en fin de compte, va pouvoir intégrer inconsciemment, sans se poser de questions, des techniques plus protectrices. En fait, je pourrais même aller plus loin. Je pourrais dire, tu t'achètes une chaussure minimaliste, tu ne fais rien d'autre, tu commences à courir progressivement, et la probabilité qu'il court bien avec une chaussure qui a 70% et plus d'indices minimalistes, c'est comme une cote de la chaussure, son degré de minimalisme, je sais qu'il va courir adéquatement dans 90% des cas. La plaque de carbone, elle change 0 à la performance. 0-0. Ça, je vais t'entendre là-dessus. Oui, ça, ben on va en je vais reparler. Absolument t'entendre là-dessus. la plaque de carbone, parce que, écoute, je connais pas personne qui va... Qui n'y croit pas. Qui n'y croit pas. Je connais pas personne qui n'y croit pas, puis qui ont une impression subjective que ça améliore leur vitesse de façon significative. Là. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que là, il faut qu'on fasse la différence entre chaussures nouvelle génération versus plaques de carbone. OK. Parce que les plaques de carbone ont été intégrées dans d'autres chaussures bien avant Nike. Là. Okay? On a des revues systématiques actuellement qui ont regardé l'ensemble des caractéristiques, puis les chaussures de carbone changent 0. Et moi, je pense que dans la nouvelle chaussure Nike, la plaque de carbone change 0. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la nouvelle génération de chaussures de performance change quelque chose? Et là, je suis obligé de te dire oui. OK. Puis je vais élaborer sur mon oui. Oui, parce que je veux dire, il y a différents types d'athlètes, différents niveaux là aussi. Là. C'est quand on bénéficie de ça vraiment. Là. C'est ça. Fait que d'abord, il y a des critères prédictifs de succès de l'utilisation de ces chaussures-là sur la performance. Exemple, tu y crois, c'est déjà un facteur qui va favoriser le fait que tu vas performer avec. Le fait que tu es habitué à des grosses godasses, donc des chaussures avec un gros stack, si tu vas vers des chaussures de type Vaporfly, les premières sorties ou l'Alpha Fly ou l'ensemble de toute la nouvelle génération, il y a un réel avantage à aller vers ces chaussures-là versus l'ancienne génération pour 2 raisons. Les records du monde de Haile Gebrselassie puis de Denis Kimetto là, étaient faits avec des Adidas de 240 grammes qui étaient moyen-malistes. Ces gars-là s'entraînaient avec des maximalistes, allaient performer leur marathon avec des moyens-malistes, sortaient des marathons un peu courbaturés des mollets. Ces gars-là avaient tellement l'habitude que c'était pas si pire, mais le coureur lambda, on va dire, lui, quand il ressortait avec un moyen maliste puis qu'il avait l'habitude de la grosse chaussure, il ressortait démoli. Puis il courait avec des moyens malistes parce que plutôt que des chaussures à 350 grammes, il voulait des chaussures à 240 grammes. Là, Nike est arrivé avec une chaussure avec des nouveaux foams qui avaient la possibilité, en fin de compte, d'être aussi grosse que les maximalistes, mais à 180 grammes. Et c'est là toute l'innovation de Nike initialement, c'est d'avoir réussi à faire une chaussure qui change beaucoup moins les habitudes du coureur, mais avec un poids beaucoup inférieur. Et on sait qu'il y a une chose qui est claire dans la littérature sur l'amélioration des performances, c'est le poids. Pour chaque 100 grammes dans les pieds, tu augmentes de 1% ta consommation d'oxygène. Donc, c'est phénoménal l'effet du poids sur ta consommation et sur ton running economy, ton économie de course. Souplesse, étirement dynamique, statique, avant, après, pendant, durant, avant de se coucher le matin. Qu'est-ce qu'on fait? On s'étire pas, on s'étire comment?
Ça, c'est un sujet bien intéressant parce qu'il y a à peu près plus d'études qui se fait sur le sujet. C'est plus intéressant d'un point de vue scientifique. Il y a des études qui ont été publiées dans les années 90-2000. Depuis, ben, ça ne nous intéresse plus. Fait que là, on fait des exercices de renforcement des fessiers, puis d'autres affaires, mais la souplesse, on ne l'étudie plus. Mais de façon générale, si je te fais une synthèse très synthétique et grossière, on va dire, s'étirer avant ne prévient pas les blessures, pourrait peut-être même les augmenter. Même affaire sur la performance, ça n'améliore pas les performances, ça pourrait peut-être même les diminuer, autant sur la force, la vitesse, l'impulsion que l'endurance. Par contre, quand on les pratique après, surtout si jamais vous êtes de profil un peu raide, ça pourrait avoir des effets positifs autant sur la performance que sur la prévention des blessures. Donc, on préconise, si jamais vous êtes de tendance raide, à faire des exercices de souplesse plus à distance de l'entraînement, exemple le soir avant de se coucher, mais à distance de l'entraînement. Ouais. Et puis, tout ça dit avec une fragilité de science qui ne m'amène pas à mettre le point sur la table. On est vraiment dans quelque chose d'un peu light d'un point de vue scientifique. En fait, c'est qu'on est dans une zone plutôt gris, là, même si on peut faire ces recommandations-là avec un petit peu de science quand même. On a quelques revues systématiques sur le sujet. C'est pas très, très solide. Il y a une chose qu'on sait quand même assez bien, c'est que s'étirer ne change en rien le raquage, les courbatures. C'est-à-dire que tu le fais avant, pendant ou après, ça change à peu près rien. C'est la seule chose qu'on sait assez bien avec le stretching. Oui, effectivement. Puis donc, tu sais, mettons un échauffement classique, tu sais, comme, tu sais, je pense que c'était quand même bien connu, là, que, tu sais, faire des étirements statiques avant, faire une course à pied ou des choses comme ça, c'était pas vraiment bénéfique, même potentiellement délétère. Est-ce qu'il y a un type d'échauffement qui est meilleur qu'un autre, tu sais? Dans le fond, le but, c'est d'augmenter notre température corporelle, là, littéralement. Exact. Fait que, est-ce qu'il y a des choses que toi, dans les routines de course à pied, tu dis ça semble plus efficace ou pas vraiment? En fait, tu l'as dit, la première affaire, c'est d'augmenter la température corporelle qui va rendre nos tissus un peu moins visqueux, un peu plus compliants au mouvement, puis que ça va être plus fluide, plus facile, plus économique. OK? Fait que ça peut être aussi simple si tu pars pour un jogging de marcher quelques minutes, puis après ça, de jogger à 5 minutes le kilo, puis 6 minutes le kilo, puis là, tu viens à ton pace à 5 minutes le kilo, admettons. Et puis après 4-5 minutes, ben là, tu es rendu dans ton pace, puis là, tu jogues à cette vitesse-là, puis tu te préoccupes de rien. La journée où tu fais de la vitesse, tu fais des intervalles, tu as une série de 400 mètres sur la piste à faire, et là, tu as besoin d'une certaine amplitude, tu vas plus vite, ben là, tu pourrais faire ton échauffement qui est simplement d'augmenter ta température pendant 20-30 minutes, dépendamment du volume que tu cumules, parce que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on en met un peu plus, là. Et puis, après ça, ben, quand tu fais avant de faire ta séance de 400 mètres, ben, tu pourrais faire des petits tempos sur la piste. Tu pourrais toujours faire des étirements balistiques fonctionnels, donc des genoux hauts, talons-fesses, là, les ABCD qu'on connaît. Et puis, et là, des petits tempos, des petites accélérations, et tu es prêt pour faire tes 400 mètres. Tu pourrais aussi skipper les ABCD, genoux hauts, talons-fesses, puis juste dire, j'ai augmenté ma température, puis tranquillement, je vais faire des petits tempos, des petits 30-40 mètres où je vais aller un peu plus vite, puis encore un peu plus vite pour atteindre ma vitesse de 400 mètres, voire un peu plus vite que ça. Puis après ça, bingo, je suis prêt à faire parce que mécaniquement, je suis prête et fluide à faire mon mouvement. On a mis beaucoup trop d'importance sur toute l'enveloppe, l'enrobage de la préparation. Puis en fait, c'est pas pour se préparer finalement. Quand je vois les athlètes faire l'ensemble de toutes ces choses-là, dont les ABCD, ben, c'est des excellents exercices de renforcement, d'augmentation de tolérance parce que tu es sur la pointe des pieds, tu es bouncy, tu rebondis au sol et puis ben, c'est excellent, mais c'est pas pour te préparer à ton entraînement. C'est pour comme faire un renforcement fonctionnel finalement. Continuons dans les mythes, justement. Quand j'ai une crampe, là, est-ce que c'est parce que je manque d'électrolytes? Non. Non? Non, même pas. En fait, tu as des crampes la nuit, peut-être. Ça, c'est du médical. Je connais pas la science de ça, puis je m'en mélange. Je m'immiscie pas là-dedans. Mais clairement, on a des bonnes études sur les crampes chez les coureurs, les crampes à l'effort, les crampes musculaires. Et clairement, on n'est pas capable de faire de lien entre la natrémie, le taux de sel dans le sang, et la consommation de sel ou d'électrolytes chez ceux qui ont des crampes. C'est-à-dire que non seulement la prise de tablettes de sel ou d'électrolytes ne prévient pas les crampes, mais on ne fait aucune corrélation entre les deux. Donc, c'est quand même intriguant de savoir que tout le monde est convaincu qu'il faut prendre des électrolytes pour prévenir les crampes. Et le pire, c'est que si tu poses, c'est comme les plaques de carbone, tu poses la question à des coureurs,
ils sont convaincus que s'ils prennent leur tablette de sel quand ils font des ultras, là, que c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas de crampes. Puis au moment où tu lis la littérature, tu te dis, OK, mais là, je suis dupe depuis des années, je me paye des électrolytes, je me complique la vie à me faire des drinks, des affaires. Et puis à ce moment-là, tu te dis, OK, ben pourquoi ne pas essayer de ne pas le faire? Puis de s'entraîner sans rien. Puis à un moment donné, tu fais tes longues sorties, tes week-end shocks sans électrolytes. Puis là, tu réalises que finalement, les crampes, c'est relatif à de la fatigue. De la fatigue qui fait en sorte que probablement la meilleure manière de les prévenir, c'est de s'entraîner un peu plus, c'est de faire un peu de muscu, c'est de faire des affaires qui vont amener ton muscle dans des états de fatigue. Et puis, ben, plus tu fais des ultras, moins tu as de crampes. Puis il y a des individus qui font zéro crampes, il y en a qui en font beaucoup. Fait que c'est fortement dépendant de ton niveau d'entraînement. Fait que quand tu t'entraînes mieux et un peu plus, ben, tu as moins de crampes. Mais non, effectivement, puis aucun lien entre justement ces paramètres-là, même si c'est abondamment véhiculé. Et que quand tu rentres dans une boutique de course à pied, bien évidemment, on va te vendre des électrolytes partout. Oui, puis même chose avec l'hydratation aussi, qui est un autre sujet quand même très vaste. Mais souvent, on va avoir des gens qui vont vouloir faire un marathon, un demi-marathon, un demi-Ironman ou peu importe, puis avoir dans l'idée qu'ils vont devoir remplacer 100% de leur perte là, estimée là, au niveau liquide. Là. Est-ce des dangers associés à ça? Certainement. Puis ta question, c'est comment ça se fait d'abord que les coureurs pensent et font ça? C'est parce qu'on leur a dit. C'est parce qu'il y a des professionnels de la santé qui leur ont dit si tu perds 1% de ton poids de corps, tu vas perdre 10% de performance en endurance. Si tu perds, tu es déshydraté, en fin de compte, tu as plus de chances d'avoir des crampes. Tout ça, c'est faux, hein, c'est pas vrai. Si tu es déshydraté, ben, tu vas être pas en santé, tu es à risque d'avoir un danger pour ta santé. Et longtemps, on a dit aux coureurs, il faut boire avant d'avoir soif parce que ton signal de la soif va être arrivé en retard. J'entends ça toujours. C'est drôle, hein? Encore aujourd'hui, là, c'est pas drôle parce que depuis, là, on a tué une couple de personnes avec l'hyponatrémie, là, c'est-à-dire que à force de faire cette recommandation-là, il y en a qui ont trop bu et le trop boire va faire, pour certains individus en particulier, une sorte de rétention d'eau, va diluer les sels dans le système, ça va évoluer vers un édème cérébral, le coma, la mort, etc. Fait que classiquement, l'histoire, c'est la personne qui boit trop. Et puis, elle boit trop, puis à un moment donné, elle commence à gonfler. Elle a sa bague qui est toute enfoncée, puis elle commence à être puffy du visage, elle est toute gonflée autour des yeux. Puis là, elle arrive à un moment donné où elle commence à être vraiment étourdie, puis pas bien, puis elle pense que c'est parce qu'elle est déshydratée, fait qu'elle continue de boire. Puis là, elle arrive à l'arrivée, puis là, elle se sent vraiment pas bien, fait que le physio qui la prend en charge, le premier répondant, il redonne une bouteille d'eau, fait que là, elle reboit encore. Et le corps a des très, très bons mécanismes pour arrêter de boire. Il s'évanouit. Fait que là, à un moment donné, la personne s'évanouit. Et puis là, on l'amène à la tente médicale et habituellement, c'est là où on l'achève. C'est-à-dire, c'est là où il y a eu vraiment des décès aux États-Unis en lien avec l'hyponatrémie. C'est qu'on y met une intraveineuse et on l'hydrate encore une fois. Et c'est là le grand danger, en fin de compte, de cette hyponatrémie où là, même inconscient, en fin de compte, on est capable de tuer quelqu'un avec cette hyponatrémie. Donc, quand on y met une intraveineuse, maintenant, il y a des événements où ils vont mettre des concentrations élevées, du 0,5 plutôt que du 3% plutôt que du 0,5. 3%, c'est ça. Pour être sûr, en fin de compte, qu'on ne crée pas plus d'hyponatrémie si jamais c'est le cas. Et en fait, l'histoire, c'est que de boire avant d'avoir soif fait en sorte que tu peux trop boire. Et il faut savoir que quand tu cours, tu produis une hormone qui est une hormone antidiurétique qui te retient d'aller à la toilette pour retenir ton eau parce que tu en as besoin pour suer, pour contrôler ta température, etc. Et finalement, cette hormone-là, plus trop de liquide, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu te noies dans l'eau que tu as bu. Fait que oui, il y a des dangers, puis on a quelques cas quand même de rapportés de décès dans les marathons. Depuis toute la série des marathons rock'n'roll aux États-Unis a fait des pamphlets, a fait de l'éducation. Tim Noakes, un médecin de l'Afrique du Sud, a publié un livre, Waterlogged, qui est excellent. On a fait des blogs sur la clinique du coureur pour essayer d'éduquer les gens. Il faut qu'on change les mentalités, et sincèrement, ça passe par les nutritionnistes, les professionnels de la santé, dont les médecins, pour dire aux patients que la meilleure recommandation qu'on a aujourd'hui, par un consensus d'experts de Hugh Butler, ça a pris 16 experts internationaux qui se réunissent pour éplucher toute la littérature, faire un consensus entre eux sur ce qui existe et sur c'est quoi qu'il est le mieux à faire pour nous dire la même affaire que ma grand-mère. Il faut boire quand tu as soif. Il faut boire à sa soif avant ton activité, pendant ton activité, puis après ton activité. C'est quand même capoté, hein, qu'on C'est est... capoté. Ouais.
moi, souvent, je vais dire, si tu veux améliorer tes performances, pourquoi ne pas améliorer ton économie de course, qui est un élément central, autre que de penser à ton VO2 et à différentes choses. Ouais. Et pour améliorer l'efficacité de course à vitesse de compétition, il faut que tu cours à vitesse de compétition. Exact. Fait que comment tu fais pour peut-être pas être dans des zones qui sont fatigantes au niveau physiologique puis qui t'amènent à, si tu fais un gros entraînement, race pace 10 km puis tu fais un 5 km continu, ben là, ça te prend 3 jours à récupérer, là, tu sais, fait que 4 jours à récupérer. Fait que là, comment on peut faire pour enchaîner de la vitesse de compétition, travailler ta biomécanique à cette vitesse-là pour être super économique puis avoir cet apprentissage moteur, ben c'est cumuler des fractions à vitesse de compétition et de le faire sans nécessairement être trop exigeant au niveau physiologique. Fait que tu pourrais très bien dire, je cours pendant 30 secondes à mon race pace 10 km, je jogue pendant 2 minutes, puis je recommence. Et là, physiologiquement, ça ne sera jamais très exigeant, mais tu vas avoir cumulé des 30 secondes à vitesse de performance qui vont t'amener à apprendre à être efficace dans ça. Fait que ça, c'est une autre affaire qui est peu pratiquée actuellement, que je pense qu'il pourrait avoir une grande valeur pour améliorer l'économie de course. Parce que quand tu prends les athlètes élites, là, les athlètes de haut niveau, là, tu regardes leur courbe de VO2, là, à travers la carrière de Paula Radcliffe, le VO2 n'a quasiment pas changé. Là, on est toujours à peu près pareil. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle fait un record du monde à 2,15? Ben, c'est qu'elle a amélioré son efficacité. Elle devient plus économe. Et être plus économe, ben, il y a plein de petites manières de le faire. Avoir des tissus un peu plus élastiques, responsive, mais aussi être plus à vitesse de performance, avoir des meilleures synchronisations. Donc, ça veut dire quand même beaucoup courir pendant des années pour développer ces économies de course plus efficaces. On a des mythes qui tiennent tellement la route, on ne sait pas comment ça se fait, que à la limite, ça me fâche un peu là, de dire, mais comment ça se fait qu'on continue de dire aux gens de boire avant d'avoir soif? Comment ça se fait qu'on arrive à vendre autant de chaussures à plaque de carbone en laissant croire que c'est la plaque de carbone qui améliore les performances? Comment ça se fait que au Québec, entre autres, il y a plein de gens qui sont pleinement adaptés à des chaussures plus simples, qui sont meilleures pour leur biomécanique, meilleures pour leur performance et pour plein de choses, mais que là, vont devoir retourner à des grosses chaussures parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Parce qu'on a de la misère à les trouver, parce qu'on n'est pas capable de chausser. Moi, je viens d'acheter 5 paires de chaussures en rabais sur Mec parce que j'ai trouvé celles que je porte normalement, qui sont des Innovate 235. J'ai acheté 5 paires pour en avoir pour une couple de mois. Fait que, tu sais, c'est un problème actuellement. Et ce qu'on constate, en fin de compte, c'est que le marketing nous bouffe complètement puis nous amène des faussetés, en fin de compte, qu'on doit décrier. Puis nous, on est des professionnels de la santé. Il ne faut pas qu'on laisse ça sous silence. C'est ça le problème, tu sais. Puis on est dans un problème d'éducation. Et le plus grand des problèmes qu'on a, c'est quand les professionnels de la santé eux-mêmes, qui ne sont pas assez éduqués aux bonnes pratiques, perpétuent les mêmes mythes que le marketing nous amène. Et c'est là où moi, ça me révolte un peu plus. Fait que, tu sais, j'ai de l'air tranché, mais en réalité, notre objectif, c'est pas d'être tranché, c'est de regarder ce que la science nous donne, puis après ça, de dire, OK, avec cette science-là, voici ce qu'il faut faire. Puis il y a plein de zones grises. Hein. On n'en a pas parlé, on n'a pas parlé de tout, là, mais il y a beaucoup de zones grises, là, bien évidemment. On en reparlera. Écoute, je pense qu'on a des sujets à l'infini, là. Effectivement. All right. Hey, je te remercie bonne encore longue une fin fois. de sortie. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast.